Donc pour cette période de préparation aux oraux, je vais essayer de proposer pas mal d'exos min-pont central CCB, parce que je sais que c'est ce qui concerne la plupart des élèves. Donc je vais essayer de vous en proposer 4-5 par jour, que ce soit maths, physique. Et aujourd'hui, on part avec un exo min-pont d'algèbre. Il a été posé en 2018, celui-là, donc il est assez récent. Il est assez intéressant parce qu'il nous fait voir un peu du paysage. On a de la topologie sur les classes de similitude, on a de l'algèbre linéaire un peu plus classique, donc très sympa. Il nous fait voir pas mal de paysages, il n'est pas forcément très compliqué, mais il est très naturel à trouver en fait. Il n'y a pas beaucoup d'astuces à avoir pour trouver cet exercice et je le trouve très sympa. Donc en quoi il consiste? On doit trouver toutes les formes linéaires de Mn de C telles que si on a A semblable à B, f de A est égal à f de B. Donc oui, moi je note comme ça, A semblable à B, vous pouvez le noter autrement, mais en tout cas pour cette vidéo au moins, ça sera noté comme ça parce que c'est moi qui décide. Donc du coup, ce qu'on va faire, premièrement, c'est que, réfléchissons ensemble à l'énoncé. On cherche les formes linéaires qui sont en fait des invariants de similitude. Donc, si A semblable à B, f de A est égal à f de B, c'est bien ça, hein, c'est un invariant de similitude. Et quand on pense forme linéaire invariante par similitude, on pense directement à la trace. La trace est bien un invariant de similitude et c'est bien une forme linéaire. En particulier, on prend lambda un complexe quelconque qui peut être nul, et lambda fois la trace, ça va fonctionner. Donc si lambda est nul, ça va inclure le cas euh, où on a une forme linéaire nulle constante égale à 0, donc. Et en particulier, elle sera constante sur les classes de similitude. Donc, on garde en tête que lambda fois la trace, ça a l'air d'être une solution à cet exercice. Mais est-ce que c'est toutes les solutions? Est-ce que c'est toutes les formes linéaires? C'est ce qu'on va se demander. Donc ça, on le garde en tête. Et on va raisonner plus ou moins par analyse-synthèse. En disant que, en fait, si f existe, en fait, elle est entièrement déterminée par l'image des matrices triangulaires, en particulier l'image d'une base des matrices triangulaires. Pourquoi ça? Alors, on a que, en vertu d'Alembert-Gauss, si on a A dans Mn de C, il existe TA triangulaire, donc les matrices triangulaires, je vais les noter Tn de C, telles que A semblable à TA. Si on a ça, puisque f est invariant par similitude, on a que f de A est égal à f de TA. Donc ça nous dit bien que l'image de f, en fait, on peut se limiter à l'étude des matrices triangulaires pour l'avoir. Ça nous permet de dire quoi? Que si on note BT, la base canonique des matrices triangulaires, c'est-à-dire les matrices de la base canonique, mais seulement avec I inférieur ou égal à J, eh bien on a que f de Mn de C, c'est égal à f de BT. Ok? Alors ça c'est très intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait on s'est ramené à l'image d'une base assez grosse, la base de n carré, et une base ici beaucoup plus petite, on n'a que, du coup, on va que avoir ces termes-là. On va que avoir les matrices élémentaires des matrices triangulaires. Donc on se ramène quand même à une diminution qui n'est pas négligeable. Et donc ce qu'on veut maintenant, c'est déterminer f de EIJ pour tout i inférieur ou égal à j. Donc là, évidemment, je ne le rédige pas. On est à l'oral de toute manière. Là, je vous ai dit beaucoup de choses à l'oral. Il manque des éléments écrits, mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée. En gros, ici, on se ramène à l'étude d'une base, comme souvent avec les applications linéaires. On va étudier uniquement la base sur laquelle ils agissent pour pouvoir déterminer l'application en entière. Ok? Donc, on se dit intuitivement, ce qu'on a envie de penser, c'est de dire si lambda fois la trace, ça fonctionne, on devrait avoir, pour tout cas dans un n,
si on a un cas particulier où f est égal à lambda fois la trace, on doit en particulier avoir peut-être f de e kk est égal à un lambda quelconque. Et pour tout i strictement différent de j, eh bien on a f de ej est égal à 0. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait avoir ça, ou pourquoi on peut l'intuiter facilement? On remarque bien que si on a f de kk qui est égal à un certain lambda, et ben on va avoir lambda fois la trace, et par linéarité de f, le reste ça va faire 0, avec la deuxième condition qu'on va noter étoile. Donc ça, c'est le résultat qu'on peut conjecturer grâce à l'exemple et à l'intuition qu'on a eu au début, de se dire, lambda fois la trace, c'est peut-être les seules formes linéaires qui vont fonctionner dans ce cas-là. Alors, comment est-ce qu'on peut montrer que f de EIJ est égal à 0 ? Pour ça, on a plusieurs manières. On peut se dire, ok, est-ce qu'on peut montrer que EIJ est semblable à 0 ? Ça, c'est une première piste qui ne va pas aboutir malheureusement, parce que EIJ ne peut pas être semblable à 0. Parce que si c'était semblable à 0, en fait, ce serait égal à 0. Donc, du coup, on a bien compris qu'il s'agissait de topologie sur les classes de similitude. On va étudier les classes de similitude. Et si on note S de EJ, la classe de similitude de EJ, on va se rendre compte que, puisque en fait on est dans des situations où tout se passe bien, hein, on a des formes linéaires, on est en dimension finie, donc la continuité, tout ça, ça ne va pas poser de problème. Donc, est-ce qu'on peut montrer, à défaut d'avoir 0 dans la classe de similitude, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir 0 sur le bord de la classe, sur l'adhérence de la classe de similitude, pour pouvoir justement l'approcher d'aussi proche qu'on veut? Ça, c'est l'idée, en gros, montrer que 0 est dans l'adhérence de EIJ. Donc pourquoi on veut montrer ça? C'est parce que on a bien vu que semblable, c'était pas possible. Mais est-ce que ça peut être presque semblable? C'est-à-dire qu'on peut approcher 0 avec des matrices semblables à EIJ aussi proches qu'on veut. C'est ça l'idée. Et une fois qu'on a cette idée... Excusez-moi. Une fois qu'on a cette idée, on va pouvoir conclure assez tranquillement avec une synthèse assez simple. Le premier point n'est pas forcément compliqué à démontrer. Je vous donnerai des pistes de comment le démontrer, mais il me semble que c'est presque un résultat de cours. En tout cas, dans certaines classes, je sais qu'on le fait en cours. Donc du coup, on est parti pour montrer ce deuxième résultat, le résultat que 0 appartient à la classe de similitude de EIJ. Alors comment on va faire ça? En fait, on se rend compte que EIJ, c'est quoi concrètement? C'est une matrice avec beaucoup de zéros, un 1 ici en ligne I et en colonne J, et encore des zéros. Pourquoi c'est très intéressant d'avoir une matrice... pourquoi c'est très peu intéressant d'avoir une représentation matricielle dans ce cas-là? Parce que la matrice, elle est très creuse. En fait, on se rend compte que ici, la matrice, si on prend l'application linéaire, c'est entièrement l'image d'un seul vecteur. Donc on passe naturellement à l'image... au point de vue application linéaire, parce qu'en fait, la matrice est creuse. Et quand une matrice est creuse, c'est souvent bien de passer au point de vue application linéaire. Donc on marque la base canonique qui est égal à E1 En. Donc ça, base canonique de C puissance n. Donc en fait, c'est les colonnes de l'identité, ça. Ça, c'est la colonne 1 de l'identité. Tac, tac, tac. Et là, on a la colonne n de l'identité. Au passage. Et donc, on va prendre U appartenant aux applications linéaires de C puissance n, telle que la matrice de U dans la base canonique. Donc je le note comme ça pour dire matrice d'une application linéaire. Éventuellement tu peux le noter autrement, mais là je te préviens que ça veut dire matrice de U dans la base canonique. Donc ça va être égal à EIJ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire autrement dit qu'on a que U de EI est égal à EJ, et pour tout cas différent de I, U de EK est égal à 0. Donc on voit bien qu'ici on a bien réduit la taille du problème, on se ramène à l'étude d'un seul vecteur, de l'image d'un seul vecteur.
Et donc ça, pourquoi on passe au point de vue matriciel? Parce qu'en fait, je rappelle que deux matrices sont semblables si et seulement si elles représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Et ça va beaucoup nous intéresser parce que on se rend compte que si on prend la base pour P dans N, on n'a même pas besoin de le prendre nul. Pour P non nul, pardon. Pour P dans un entier naturel, si on pose BP est égal à E1 et au niveau du vecteur EI, on va multiplier par P factoriel jusqu'à EN. Donc je prends le P factoriel ici pour pas m'emmerder au cas où P serait nul éventuellement. Donc là on peut prendre P nul, P factoriel quand P égale à 0 ça fait 1, donc il n'y a aucun souci. Et bien dans cette base on a U de P. Donc dans cette base on a déjà que naturellement U de E1 U de EI est ici égal. En fait, on se rend compte qu'ici, par linéarité de U, on va diviser par 1 sur P factoriel. U de, si on note ça, EI tilde. On va avoir ceci. Et donc ceci nous donne que la matrice représentative de U dans la base BP, c'est égal finalement à exactement la même matrice, mais avec un 1 sur P factoriel ici. Ça nous donne quoi? Bon cette matrice-là, on peut la noter par exemple AP. AP est semblable à EIJ par définition de la similitude limite, parce que U, c'est une application linéaire et elle a deux représentations. Dans la base BP, c'est AP, et dans la base canonique, c'est EIJ. Donc c'est le même endomorphisme dans deux bases différentes, donc ils sont bien semblables. Et donc ça, on a ça pour tout P dans N. En particulier, si on note, donc ici je le note, j'ai déjà utilisé cette notation, mais je ne l'ai pas introduite. S de EIJ, c'est l'ensemble des P EIJ P-1 avec P dans GLN. Donc c'est en fait la classe de similitude, l'ensemble des matrices semblables à EIJ tout simplement. Ça nous donne que donc la suite AP appartient à la classe de similitude de EIJ. Or, on a que AP, ça tend vers 0, quand P tend vers plus l'infini. Alors, tu me diras pour quelle norme. Ici, on s'en fout un peu du choix de la norme. Par exemple, tu veux prendre la norme infinie qui est tout simplement la norme qui prend le max des coefficients de la matrice. Donc ça, c'est bien une norme. Tu peux le vérifier. Et pour cette norme-là, on tend bien vers 0. Donc AP tend vers 0. Ça nous permet de dire, on a AP tend vers 0 et F linéaire, donc continu, car dimension de Mn de C inférieure à l'infini. Donc on est en dimension finie et on a une application linéaire, donc c'est continu. En plus de ça, on a une suite qui tend vers 0. Ceci, ça va nous donner que on a que limite quand P tend vers plus l'infini de F de AP est égal à F de la limite quand P tend vers plus l'infini de AP. Sauf que les AP, ils appartiennent tous à la classe de similitude de EIJ. Donc en fait, ici, ça c'est égal à la limite quand P tend vers plus l'infini de F de EIJ. Ça c'est égal à F de EIJ.
Ici, on n'a pas de P. Et ici, bon bah ça c'est 0. Donc ça fait f de 0. Et c'est égal à 0 par linéarité de f. On a bien que f de EIJ est égal à 0. Et ici, on a quasiment fini l'exercice. Alors pourquoi je dis qu'on a fini les exercices? Il nous manque 2-3 détails, mais en gros, ça c'était la majeure idée à avoir. Le fait de se dire, bon bah si on ne peut pas avoir 0 dans la classe de similitude, peut-être qu'on peut l'avoir dans l'adhérence et se débrouiller avec des arguments de continuité. Bon, c'est bien ce qu'on a fait. Ici, il y a peut-être un petit truc bizarre, mais normalement, ça devrait aller. Je vous laisse vérifier, j'ai écrit ça rapidement. Mais normalement, on peut bien avoir un coefficient aussi petit qu'on veut ici. Ok. Du coup, maintenant, ce qu'on va montrer, c'est que tous les f de... Donc, si on prend i différent, donc le but de l'étape ici, c'est de montrer que si on prend i différent de j, on a EII semblable à EIJ, EJJ. Alors, comment tu peux montrer ça? C'est assez simple. Tu te rends compte que là, c'est des matrices diagonales. Et en fait, tu peux tout simplement... Donc, par exemple, ici, c'est la ligne I. Et après, l'autre matrice, c'est la même chose, mais avec un 1 à la ligne J. C'est toutes des matrices diagonales avec une seule valeur diagonale qui est 1 et tout le reste des 0. Avec des matrices de permutation, tu peux t'arranger pour montrer qu'elles sont semblables. Les matrices de permutation, elles sont bien inversibles, donc il n'y a pas de souci. Tous les EIJ sont semblables entre eux. De toute manière, il me semble que c'est un résultat de cours de dire que deux matrices diagonales sont semblables si et seulement si elles ont les mêmes coefficients diagonaux à permutation près. Et donc, on a que les f de EKK sont bien semblables entre eux. Enfin, les EKK sont semblables entre eux, donc que f de EKK est constante égale à lambda. Comment ça nous permet de conclure tout ça? Si on prend A, donc maintenant on va faire la synthèse. On va vérifier on va voir ce que ça va nous donner en fait. Si on a f qui vérifie ces deux trucs-là. Si on prend A dans Mn de C, on a vu plutôt que, en fait c'était pas restrictif de prendre A dans Tn de C. Les matrices triangulaires supérieures, je le rappelle, puisqu'on s'intéressait essentiellement aux classes de similitude dans cet exercice. Donc on pouvait supposer A triangulaire supérieur. On note A qui est égal à la somme des I inférieur ou égal à J des lambda IJ EIJ. Et en fait, on peut dire que, par linéarité, f de A, c'est égal à la somme des lambda IJ des f de EIJ, I inférieur ou égal à J. À ce moment-là, on peut découper la somme en deux et dire que c'est la somme des termes diagonaux et la somme des autres termes. Donc là, on peut changer d'indice, même si les indices sont muets, donc ça pose pas vraiment de problème de garder les mêmes. Mais pour plus de clarté et par rapport aux notations précédentes, je vais quand même les changer. Donc ici, on a la somme sur K des lambda kk fois f de kk fois la somme plus la somme sur I inférieur ou égal à J, inférieur strict à J, des lambda IJ f de EIJ. Ça, c'est égal à 0 d'après étoile. Étoile, je rappelle, c'est ce qu'on a noté là. Et ça, on reconnaît la somme des coefficients diagonaux. Ici, ça, c'est une constante qu'on a appelée lambda ici, donc qu'on peut mettre en facteur. Ça, c'est lambda fois la somme des coefficients diagonaux. Autrement dit, c'est lambda fois la trace de A. On a bien fini, on a montré que si f, on a vu que si f vérifiait cette condition-là, c'était forcément lambda fois la trace. Et au départ, on a entre guillemets fait la synthèse au préalable en disant que lambda fois la trace, ça vérifie bien cette condition-là. On a fini l'exercice, très bel exercice. Je vous invite à le refaire, à réexplorer un peu ce point-là, de dire que plus généralement, en fait, on peut montrer que si on a A nilpotente,